Salut à tous et bienvenue pour un nouveau top 15 perso. Vous savez, je pense que la plupart d'entre nous ne comptons pas vraiment en détail les moments où une œuvre nous a fait rire, parce que ça arrive assez fréquemment, hein, dès lors qu'une comédie marche un tant soit peu, en règle générale, ça nous fait rire et c'est très souvent difficile de dire qu'est-ce qui nous fait le plus rire, et surtout après tout ce qu'on a vécu. Par contre, quand quelque chose parvient à nous faire pleurer, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Parce que ça n'arrive pas tout le temps. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, et même dans énormément de films dramatiques, on arrive à être un peu ému, mais pas toujours aux larmes, vraiment pas toujours aux larmes. C'est quelque chose qui vient pas comme ça. C'est pour ça que j'ai une affection assez particulière envers ces moments dans les œuvres qui arrivent à m'émouvoir aux larmes, même si des fois ils ne suffisent pas à sauver l'œuvre en question, ou à la rendre sensationnelle. Ça montre que l'œuvre arrive à faire quelque chose quand ça parvient à m'agripper au point d'être investi émotionnellement, au point d'en arriver là. Sauf quelques rares occasions, c'est vraiment du tire-larme excessif et où c'est surtout appuyé par l'ambiance musicale et le forçage d'émotions. Mais c'est assez rare, hein. J'ai rarement vu ça. En règle générale, quand je pleure devant quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de très sincère là-dedans. Et sincèrement, j'avais envie de partager avec vous les plus grands moments mouchoirs que j'ai eus devant des œuvres. Bon, ceux qui sont dus au fait de pleurer, hein. Les autres, on verra peut-être pour fêter mes 100 000 abonnés ou un truc comme ça, mais pour l'instant, non, hein, on va garder ça familial. On va parler des moments qui m'ont fait pleurer. J'ai évidemment prévu quelques munitions, parce qu'évoquer ces moments-là, ces moments qui m'ont le plus touché émotionnellement en me faisant pleurer, ça risque très fortement de me saler une partie du visage, hein. Donc je me garde ça en stand-by, je sens que je vais m'en servir. En tous les cas, j'aimerais prévenir qu'il y a toutes les œuvres fictives qu'on peut imaginer, enfin imaginez dans un stade geek de la chose, hein, il n'y aura pas de pièce de théâtre de ce genre-là, mais il va y avoir bien entendu de la série, de l'animé, du film et du jeu vidéo. Il va y avoir pas mal de jeux vidéo là-dedans, hein, je vous préviens tout de suite, des moments jeux vidéo qui m'auront vraiment touché et marqué, parce que je pense que les jeux vidéo peuvent raconter une histoire fluide de façon très efficace qui vous agrippe tout aussi bien qu'un film ou une série. Et surtout, il faut savoir que ces moments mouchoirs, pour moi, sont des moments qui dévoilent un pan important de l'histoire que ça raconte la plupart du temps. Donc attendez-vous à subir des spoilers si vous ne connaissez pas l'œuvre en question. Je préciserai à chaque début, avant de dire direct ce dont il s'agit, je vous rassure. Mais sachez que oui, l'intérêt de ces scènes vient aussi de leur façon dont elles s'imbriquent dans l'intrigue centrale, l'intrigue principale. C'est bien pas comme ça et on ne considère pas ça complètement indépendamment. Donc, il va y avoir pas mal d'éléments de cette liste qui dévoileront de façon assez poussée certains éléments de l'histoire qui risquent d'être gâchés pour ceux qui voudraient la découvrir. Je ferai l'avertissement à chaque début de numéro, mais je vous préviens, sachez que ça va reposer sur pas mal de spoilers. Cela étant dit, on s'y lance tout de suite, c'est parti pour mon top 15 des moments mouchoirs les plus tristes pour moi. Numéro 15, le géant de fer. Vous savez, je suis pas particulièrement fan de ce genre d'intrigue. Vous savez, le gamin qui rencontre une créature un peu surnaturelle, un lien se noue, et puis super relation, amitié entre ces deux-là. Ça m'a jamais grandement marqué dans la plupart des œuvres où j'ai vu ça. Par exemple, E.T., même quand j'ai regardé ça enfant, j'ai vu ce film, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Vous m'excusez l'expression. Donc, c'est quelque chose quand même de très fort que ce film soit arrivé à me faire ressentir quelque chose d'aussi fort par rapport à cette relation entre nos deux protagonistes à partir d'une prémisse qui n'est pas du tout mon truc, pas ma tasse de thé. Bien entendu, les moments de rapprochement entre notre garçon et notre robot sont très bons et c'est pas la seule chose qui me plaît dans ce film, il y a d'autres choses qui me plaisent bien, le méchant, les personnages secondaires, certains détails d'intrigue, c'est très bien, mais une chose que j'aime beaucoup dans les liens qui se noue entre nos deux protagonistes, c'est le fait que ça amène
à ce grand moment de fin, le final qui est mon moment mouchoir numéro 15, par rapport au fait que le géant de fer doit se sacrifier. À la fin, il est dans une situation où soit il laisse un peu tout le monde crever, soit il se barre pour sauver tout le monde. Et j'ai adoré ça sur pas mal de points, pas parce que c'est un beau moment de sacrifice, c'est un beau moment de sacrifice, nous sommes d'accord, mais parce que ça a été superbement amené au fil du film. On montre le géant qui découvre le sens de la mort à un moment donné, c'est assez cru déjà, qui reprend un petit peu les paroles qui ont été dites avant, et il refait ce parallèle dont ils avaient parlé, lui et le garçon avant, sur Superman et cette espèce de robot méchant. Je sais même pas si c'est un vrai méchant ce type dans les comics qui montrent, mais ouais, il revient sur ce parallèle-là pour choisir un petit peu qui il veut être après toutes les choses qu'il a vécues avant. Et c'est un moment super fort en signification, en drame, et c'est le moment où il choisit qui il veut être en disant tellement fort en signification, ça a été tellement bien amené, ça me touche profondément, et ouais, hein, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait chialer comme une madeleine. Après, c'est un tout petit peu amoindri par le fait que je sais ce qui se passe après, hein, étant donné que je filme plusieurs fois, mais le moment lui-même reste vraiment super touchant, super émouvant, et ouais, ça m'a fait vraiment chialer. Numéro 14, Titanic. Bon, je vous rassure, va pas y avoir que des trucs de ce genre-là dans chaque numéro du classement, hein. Ça va pas être des moments dramatiques type du même acabit à chaque fois, hein. Ça va un petit peu varier quand même, mais oui, quand même, le moment où Jack meurt en laissant Rose partir, survivre. J'ai fait tout un laïus là-dessus dans ma critique du film. On montre Jack sauver la vie de Rose, mais sous plusieurs façons, de plusieurs façons différentes. Là où elle était prête à complètement abandonner sa vie à un moment de faiblesse, là on la montre s'accrocher à la vie dans un moment de force après tout ce que Jack a fait pour elle. Et ce moment de courage qui est montré signifie tellement de choses. Et c'est tellement bien amené par le fait que ça nécessite un sacrifice vachement touchant. Je trouve que il y a une signification tellement forte, et c'est ça aussi qui va mettre en avant la plupart des éléments de mon top 15, c'est la signification très forte qu'il y a à voir dans chacun de ces moments. C'est-à-dire que le cas présent, un sacrifice pour sauver quelqu'un, c'est un moment qui arrive à me toucher assez facilement, mais il y a des moments où ça me touche plus que d'autres, et quand ça me touche le plus, c'est quand il y a un sens qui a été mis en place dans cette mort. Quand c'est pas juste, ah tiens, ça vient comme ça, tout d'un coup je suis dans une situation où je dois me sacrifier pour sauver quelqu'un, ou je me trouve dans une situation où je dois mourir pour que quelqu'un vive, etc., qui vient tout d'un coup, et puis s'il y avait rien qui amenait trop ça avant, voilà, c'est un petit peu émouvant, mais je vais pas non plus dire que c'était sensationnel, parce que ça a été pas grandement amené, mais là ça a été superbement amené, une fois de plus. Parce que il y avait vraiment tout ce lien qui s'est créé, le fait que Jack finisse par signifier quelque chose de fort dans la vie de Rose, qui finit par avoir d'autres aspirations par rapport à ce qu'elle s'imaginait avant. Et donc la grande signification de ce sacrifice a quelque chose de vraiment touchant et de prenant qui m'agrippe vraiment au cœur là, et ça me fait chialer comme une madeleine là aussi. Je vais éviter de répéter ça à chaque fois, mais bon, c'est un peu le cas de tous les moments que je vais citer, donc ça va être difficile, il faudra que je trouve d'autres termes. Numéro 13, Batman, la série animée. J'en ai parlé, c'est une des séries que j'aime le plus au monde, de mes séries préférées. Pour diverses raisons, énormément de gens sont ultra fans de cette série, je suis sûr que vous devez trouver des tonnes de gens qui vous diront pourquoi cette série est géniale. J'aurais pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à ça, mais en plus de ça, ça a su mettre en place des moments super touchants, pas tant autour de Batman, même s'il y en a un petit peu, hein, mais surtout autour des méchants qu'il affronte. On a des méchants qui sont des sales connards, soit des psychopathes, etc., type le Joker ou Bane, et là, bon, difficile d'être vraiment très émotionnel autour de personnages comme ça.
Mais il y en a d'autres qui, sincèrement, peuvent amener des moments émotionnels forts et c'est ce à quoi on a eu droit dans cette série. Et je dis ça pour Batman la série animée, mais je vais un peu digresser avec une série qui est en lien avec ça. En tous les cas, oui, il y a eu pas mal de moments où on montrait un petit peu le passé des méchants, la tragédie des méchants de Batman et qui ont su m'émouvoir fortement. L'un des cas les plus directs, c'est clairement le sort de Harvey Dent, alias Double Face, où on fait vraiment un parallèle avec le passé de Bruce Wayne. Donc, en plus de la tragédie du personnage de Harvey Dent, on a ce parallèle avec la tragédie de Bruce Wayne, des parents de Bruce Wayne, qui était assez fort. Mais je pense que mes trois moments forts autour des méchants Batman qui m'ont le plus ému, qui m'ont le plus fait pleurer, c'était d'une part, en numéro 3, je dirais le passé de Freeze, où on découvre un petit peu la tragédie de sa vie, ce qu'il veut faire, son travail acharné pour retrouver la femme de sa vie, tout en ayant perdu le goût à la vie elle-même, parce qu'il ne ressent plus rien à part le froid. Et il y a ce côté super tragique du personnage, où il fait de mauvaises choses, mais pour des raisons parfaitement compréhensibles. À sa place, on arrive facilement à se mettre dans sa peau et à ne pas lui en vouloir autant que d'autres méchants, en dépit des sales trucs affreux qu'il peut faire. C'est assez fort ça, hein, quand on se penche sur le personnage. Un autre personnage qui m'a vraiment pris par surprise, parce que c'est clair et net que, à première impression, ça allait pas laisser entrevoir un moment particulièrement émouvant autour de ce personnage. Mais Baby Doll, une femme atteinte d'une maladie ultra rare, je sais pas si elle existe en vrai, mais n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas, où elle est piégée dans un corps de fille et n'arrive pas à s'en sortir, c'est-à-dire que elle a eu son rôle qu'il a déterminé d'actrice. D'ailleurs, c'est même pas son vrai nom, Baby Doll, je sais plus exactement c'est quoi son vrai nom à cette femme. Et après avoir été oublié et après ne plus avoir pu faire autre chose que le rôle qu'on lui a assigné, ce qui lui correspond à ce qu'on lui a collé à la peau durant toute sa vie, elle a fini par entrer à fond dans le personnage en devenant un peu psychopathe. Et ouais, ça amène des moments qui sont majoritairement un peu farfelus et siphonnés de sa part, mais et un moment vachement prenant, vachement puissant, à la fin de son épisode, où on montre toute l'amertume, tous les regrets du personnage dans une mise en scène extraordinaire. C'est rare qu'on voit ça dans une série, mais oui, Batman fait partie de ces séries qui essayent vraiment de faire des mises en scène assez grandioses avec les moyens qu'elles ont. Et oui, ça fait partie des plus grandes mises en scène de Batman, la série animée. Pour moi, c'était un moment super fort. Et le moment à m'avoir le plus touché, c'est pas exactement dans Batman, la série animée, mais c'est dans une prolongation, et c'est totalement une prolongation, parce que ça a beau se situer dans la Ligue des Justiciers, c'est plus une suite, une conclusion de l'arc de Batman qui a été instauré dans toute la saga Bruce Timm et Paul Dini que vraiment une conclusion de la Ligue des Justiciers, la série en soi. Sachant que c'est même pas une vraie conclusion puisqu'il y a une autre saison après qui était un peu médiocre, mais bon, on n'a pas assez de temps de ans là-dessus. Et oui, on a eu une conclusion de personnage en As. As, c'est un personnage qui avait déjà été introduit dans cet épisode de la Ligue des Justiciers. C'est une médium au pouvoir assez incommensurable qui a vraiment du mal à gérer ses émotions. Et la première fois qu'on l'a vue déjà, il y avait quelque chose d'assez pesant autour d'elle. On sentait vraiment que c'était pas juste la méchante du moment qui était embringuée là-dedans pour une raison X. On sentait qu'elle était un peu manipulée et elle sentait une espèce de besoin d'affection qu'elle n'arrivait pas à faire transparaître. Et déjà, rien que l'épisode où elle apparaissait, le double épisode où elle apparaissait, c'était assez fort, je trouve. Et je trouve que vous avez magnifiquement rebondi là-dessus dans la série La Ligue des Justiciers, en faisant en sorte que Batman soit la dernière personne qu'elle voit, alors qu'elle cause du grabuge à cause de ses pouvoirs qui grandissent, qui deviennent assez incontrôlables, où elle finit par se rendre compte dans son coin elle-même qu'elle va pas tarder à mourir. Et c'est clairement une enfant, hein, c'est une jeune fille d'à peine 12 ans, quelque chose comme ça, et on la voit être parfaitement consciente de son sort, en ayant toujours ce mal à s'exprimer ses émotions comme on l'a vu avant, et dire à Batman
qui était venu de base un petit peu pour la mettre en état de nuire, s'il veut pas rester avec lui avant de mourir. Et je trouve ça tellement touchant dans la mise en scène, une fois de plus, dans le fait que Batman accepte de rester avec elle en ne montrant aucune animosité, juste de la compassion pour cette fille, et en sachant parfaitement trouver les mots justes pour ça. C'est un excellent développement de la psyché de Batman qui peut arriver à comprendre ses adversaires, comme on l'avait vu avec l'épisode de Baby Doll, et un drame très fort autour de ce personnage qu'on a vu pas très souvent, mais qui a vraiment su marquer. Et oui, ce moment où elle s'apprête à dire au revoir à la vie, alors que la vie lui a pas proposé grand chose, et tout ce qu'elle veut à la fin, c'est un peu de compagnie. Ah oui, hein, ça fait mal au cœur, hein, tu vois. On en est déjà au numéro 13, ça commence à sortir, vous voyez, hein. Je sens qu'on n'est pas rendu. Numéro 12, La vie est belle, le film de Roberto Benigni. Je sais qu'il existe un film plus classique dans le sens où on le connaît plus dans l'absolu, qui date de bien avant, mais oui, je parle du film italien de Roberto Benigni, qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, le contexte d'une guerre mondiale, c'est très propice pour faire chialer, on est d'accord, hein. Que ce soit, je sais pas, un long dimanche de fiançailles, le film avec Jacques Villeray, je me souviens plus, mais ça aussi, ça m'avait fait chialer à la fin. Mais bon, celui qui m'a le plus fait chialer dans son moment émotion, ça a été La vie est belle. Et c'est une fois de plus parce que c'est superbement amené. Le fait est que La vie est belle se passe durant l'occupation allemande en Italie, où un père juif est déporté avec toute sa famille, et dans son camp il essaye de faire d'où son possible pour faire croire à son fils qu'ils sont pas dans un camp de déportation, et qu'ils sont juste dans un espèce de camp de vacances où ils doivent bosser pour avoir une espèce de tank cadeau à la fin. Enfin bon, je l'explique très mal, je trouve que c'est superbement fait, et donc une grande partie du film sera Roberto Benigni qui fera tout son possible, qui œuvrera de son mieux pour faire croire à son fils qu'on n'est pas dans un endroit affreux, mais dans un endroit juste pour passer des vacances en fait. Des vacances un peu particulières, mais des vacances. Il y a quelque chose d'assez marrant, parce que oui, la façon dont il essaye de faire passer ça, il y a quelque chose de drôle, mais aussi de très touchant dans cette façon de conserver l'innocence de son enfant. Et le moment le plus fort là-dedans, c'est la fin. Une fois de plus, où il s'apprête à être exécuté, il sait qu'il va mourir, il y a ce mec derrière lui qui l'amène derrière une année pour en finir avec lui, et avant s'y rendre, en marchant, il voit son fils qui est caché, et une dernière fois, en sachant qu'il va mourir, il fait le mariole pour lui gagner sa vie une dernière fois, pour garder intact cette espèce de mensonge, cette espèce de naïveté qu'il a voulu garder chez son fils. Cette intention, punaise. C'est... J'ai pas de mots, sérieusement. C'est un dévouement tellement fort envers ce qu'il croit juste pour son fils, que je peux pas m'empêcher d'être ému aux larmes. Et c'est le point culminant du film, qui a été magistralement bien mis en place, bien amené, et ça me fait chialer à fond ce truc-là. Numéro 11, Phoenix Wright. Je suis fan de ces jeux, j'en ai déjà parlé si vous m'avez suivi, et l'une des forces de ces jeux, comme dans pas mal de jeux de ce type qui reposent sur ce concept de narration très japonaise, un peu excessive, c'est que ça s'est parfaitement jonglé entre l'excessif pour faire rire, pour mettre en avant l'action, l'épique, et aussi pour faire ressentir une émotion forte. Ça met en place des situations très prenantes à ce niveau-là. Et je trouve que énormément d'affaires qu'on traite en tant qu'avocat de la défense, en tant que personne qui doit plaider pour sauver la vie de quelqu'un dans des affaires de meurtre, hein. Soyez assurés qu'on a que des affaires de meurtre dans ces cas-là, hein. On défend jamais personne contre un vol, contre un autre larcin. Non, c'est toujours un meurtre. Au bout d'un moment, c'est toujours un meurtre. Et oui, il y a pas mal de situations où
lorsqu'on dévoile le vrai meurtrier, parce que bon, faut bien se rendre compte que c'est pas du tout une simulation d'avocat, on est vraiment assez loin du vrai code du barreau, il y a des moments qui m'ont vraiment fait chialer. Alors, pas seulement ces moments-là, il y a beaucoup de moments types où on a des personnages qui sont plus croisés, étant donné que ça jongle avec la mort aussi, quand on voit des personnes qui se retrouvent, qui risquaient de se perdre, etc., et qui peuvent enfin se relaxer de savoir qu'elles sont à nouveau ensemble, ça aussi c'est très émouvant. Mais les moments les plus forts pour moi, dans ces jeux, c'est les moments où on confronte un vrai coupable à donc son crime, et où c'est pas juste un sale connard fini. Il y a pas mal de situations où on a affaire à des criminels qui font ce qu'ils font parce que il y a des mauvaises circonstances qui sont mises en travers de leur chemin et ils n'auraient clairement jamais fait ça sinon. Et par moments, ça crée du drame vraiment intense. Très émouvant, une fois de plus, c'est très difficile de trouver des termes différents de émouvant, triste. Je fais du mieux que je peux, avec mon vocabulaire un petit peu limité. Et ces trois moments-là qui m'ont le plus marqué, je vous fais un top 3, je vous ferai pas mal de petits top 3 de ce genre-là, parce qu'il y a pas mal de sagas dont j'ai envie de parler, qui m'ont fait chialer. Et j'arrive pas à situer, à pointer un moment précis, j'ai envie d'en pointer un peu plus. Donc c'est un top 15 sans être totalement un top 15, puisque il y a certains points où ce sera plusieurs cas. Enfin bref. Donc voilà, les trois moments les plus tristes pour moi. Le premier, le troisième cas, c'est lors de Spirit of Justice, la troisième affaire où on finit par découvrir les motivations du vrai coupable. Alors je vais essayer d'être cryptique par rapport à ça, au cas où j'ai des gens qui soient pas intéressés par le jeu mais qui veulent quand même m'en entendre parler. Je vous conseille vraiment de voir ces jeux, un de ces quatre, de découvrir ces jeux par vous-même. Et vraiment de ne pas juste vous fier à des témoignages pour découvrir ce jeu-là, parce que les histoires que ça raconte, c'est vraiment quelque chose qui vous agrippe bien, la plupart d'entre elles. En tout cas pour moi, ça dépendra bien entendu des gens, je suis pleinement conscient de ça. Donc, la troisième affaire dans Spirit of Justice, c'est assez complexe à démêler, et lorsqu'on découvre le coupable et la vraie raison de son crime, on finit par avoir vraiment des regrets pour la personne et par rapport à la situation dans laquelle elle a fait ça. Et on ressent vraiment par rapport aux attaches que cette personne a. Et oui, c'est assez beau, surtout par rapport au fait que techniquement, il commet un acte, cette personne, qui est très vache, mais on arrive à mettre la chose en place de façon à ce qu'on puisse comprendre son geste à un certain degré et avoir vraiment de la peine pour lui. Bon, dans un souci différent, en numéro 2, c'est dans l'affaire numéro 3 de Phoenix Wright de Justice for All, que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de gens qui ont tendance à bâcher un petit peu ce jeu, et surtout cette affaire numéro 3, qui se passe à un cirque, et je vois un petit peu les problèmes dans cette affaire. Je sais qu'il y a pas mal de soucis logiques qui sont discutables, mais ça ôte rien à la motivation du coupable et pourquoi il a voulu faire ça. Là, normalement, je vous montrerai des images où on montre le coupable, parce que, en toute sincérité, c'est pas tant le fait de savoir qui est le coupable qui est un spoiler que de savoir ses motivations, pourquoi il a fait ça. Et oui, il y a un côté très tragique dans l'enchaînement des choses, dans ce qu'a voulu faire ce personnage pour en arriver là, et lorsqu'on le met face à ses actes, à ses crimes, les regrets intenses qu'il ressent, qu'il démontre, moi j'ai trouvé ça vraiment touchant. Vraiment, c'est un de ces rares coupables qui, lorsqu'il est dévoilé, part pas à fond dans l'excès, parce que oui, au moment où on dévoile le coupable, en général, il a une espèce de crise de nez, ah c'est moi, et il en fait des caisses. C'est une marque de fabrique des jeux Phoenix Wright, et là non. C'est quelqu'un qui accepte sa défaite avec amertume et qui a conscience des choses horribles qu'il a faites, et et cette situation est vraiment triste, vraiment triste.
Ça me touche vraiment profondément par rapport à ça. Et dans un sens un petit peu similaire, mais encore plus profond, parce que ça a été amené sur tout un jeu, l'affaire finale de Trial and Tribulations, le troisième jeu Phoenix Wright, le mieux écrit de toute la franchise pour moi, facilement. Il y a un espèce de méchant récurrent qui est mis en place, qui finit un peu par se dévoiler à la fin, et qui avait des raisons très vindicatives, très personnelles de faire ce qu'il a fait. Et une fois qu'on le met devant le fait accompli, c'est comme pour l'affaire numéro 3 du second jeu, mais en beaucoup plus fort et en beaucoup plus puissant, parce que c'est quelqu'un qu'on a appris à connaître durant tout le jeu. Et pour moi, c'était un moment super fort où cette personne finit par reconnaître ses désirs égoïstes et à se sentir soulagée de ne plus vivre dans cette espèce de mensonge, cette espèce de vengeance destructrice qui l'a animé. Il y a quelque chose de vraiment... Waouh! Moi, c'était une des meilleures conclusions de personnages que j'ai jamais vues dans une histoire, et ça m'a profondément touché, vraiment. On a su faire des moments très forts par rapport aux antagonistes de nos jeux, et je trouve ça très intéressant de pas en faire seulement des sales cons. Des fois on a des antagonistes qui sont beaucoup plus tragiques que ça, et quand c'est bien amené, ça peut amener des moments où on se sent vraiment peiné de les voir tomber, dans le sens où on a accompli quelque chose, mais en même temps on arrive vraiment à les comprendre, cela. Numéro 10, Gantz. Gantz est mon manga plaisir coupable numéro 1. C'est-à-dire que c'est pas un manga que je juge bien, vraiment pas, mais tout ce qui est bien foutu, qui dans l'absolu ne devrait pas suffire à combler ce qui ne va pas, et ben ça arrive vraiment à m'agripper. Bon, je vais vous faire un résumé ultra rapide parce qu'on n'a pas vraiment que ça à faire non plus. Donc, on suit tout un tas de personnes qui sont appelées une fois qu'ils sont morts pour combattre des aliens, avoir des points. Et une fois qu'ils ont des points en combattant ces aliens, sachant que c'est super gore, etc., ils peuvent choisir d'être plus puissants ou de ressusciter eux-mêmes, c'est-à-dire reprendre leur vie normale sans avoir à être appelés là. Alors un truc très intéressant par rapport à ça, qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est jamais trop sûr de qui va survivre et qui va mourir à chaque session, même s'il y a quand même un héros central qui se fait ressentir au bout d'un petit moment, il s'appelle Kei Kurono. Un truc intéressant avec Kei Kurono, c'est qu'au départ, il s'intéresse à une autre fille, et au bout d'un moment, après pas mal d'événements qui se passent, il s'intéressera de façon assez indirecte à une fille qui s'appelle Tai. Tai, c'est un petit bout de fille toute mignonne, qui est pas aussi sexy que d'autres filles qu'on met en avant, mais une chose très intéressante, c'est qu'au fur et à mesure que leur relation grandit, sachant qu'au départ c'est plus par dépit, parce que voilà quoi, il fallait que je sorte avec elle parce que c'était un gage au début, c'est ça qui est dingue, c'était un gage au début, et ben cette histoire finit par devenir de plus en plus forte et de plus en plus précieuse et jolie. Ça c'est un des points qui m'a vraiment socièrement agrippé. Ce couple Kei-Tae, honnêtement je pense que je le mettrais dans mon top 15 des couples tout confondus. Hein. Couple fictif tout confondu, Kei-Tae. Voilà, je les adore à ce point-là, c'est vous dire. Et un moment assez fort là-dedans, hein, qui représente le gros spoiler si vous n'avez pas encore suivi, parce que là encore vous pouvez passer à la suite en vous disant tiens je peux peut-être découvrir par moi-même, même si à nouveau je suis pas sûr de vous le conseiller parce que c'est très spécial quoi. Hein. Bref, à un moment donné, il y a Gantz qui appelle donc nos guerriers pour lutter contre des martiens. Techniquement, ça va pas être des extraterrestres, ce coup-ci, ça va être Tae. Tae la cible. Et ouais, c'est un truc qui n'a absolument aucun putain de sens dès lors qu'on essaye de justifier l'existence de Gantz par la suite, parce que il va y avoir tout un délire, on va essayer de justifier qu'est-ce que ça signifie Gantz, et ça n'a aucun putain de sens, aucune logique, une fois qu'on s'y penche un petit peu. Mais sur le coup, quand on est à ce stade du manga, on ne sait pas exactement ce que veut Gantz, pourquoi il fait ça, et quand on le voit faire ce coup de pute où Tai doit être une cible
des chasseurs. Tu te dis, mais punaise, c'est ultra vache. Et donc, il va y avoir tout un moment où il va essayer de la protéger du mieux qu'il pourra contre les autres chasseurs, enfin une partie des autres chasseurs qui veulent juste avoir des points et qui s'en foutent royalement de la vie de sa fille. Et ben, ça marchera pas. Elle finira par être tuée. Et c'est un moment, mais... Je me suis tellement attaché à Scoop au sein de ce manga, et voir batailler Kei à ce point-là pour qu'au final ça ne marche pas, et la voir mourir dans ses bras dans ce moment assez violent et tragique, ça me fend le cœur. Là, c'est vraiment un titre personnel parce que c'est un couple que j'ai adoré voir évoluer. Et donc le fait de la voir partir si brusquement, si tragiquement, si violemment, c'était très fort sur le coup. Ça m'a fait ressentir quelque chose de très fort. Et même si oui, après coup, quand je sais la suite, ça perd un petit peu en son sens. Ça reste quand même un des moments qui m'a le plus ému dans un manga. Numéro 9, les Pixar. Et oui, on va revenir un peu sur Disney. Alors, attendez-vous pas à voir énormément de choses autour de Disney. Il y aura 2 numéros dans cette liste autour de Disney, et donc certains points dont j'ai parlé qui m'ont fait chialer, etc. C'est pas que ça a perdu en sorte quoi que ce soit, c'est juste que je trouve que les 15 points que je vous liste sont plus chargés en émotion pour moi. C'est pour ça. Donc ouais, il y aura pas la chanson de Bernard et Bianca et d'autres points que j'ai cités avant, mais je vais quand même mettre un peu en avant certains moments forts de Pixar, parce que Pixar a ce don vraiment de mettre en place des moments émotions forts. Et une bonne partie du temps, ça fait même un peu chialer. Hein. Même dans des films que je trouve assez corrects sans plus, comme Le Voyage vers l'autre par exemple, on a su mettre en place un moment émotion très fort qui m'a fait tirer une petite larme. Après bon, il n'y en a pas non plus beaucoup de films qui m'ont ému au point de me faire chialer à chaudes larmes comme ça, mais il y en a quand même 3. Il y a 3 moments dans les films Pixar qui m'ont vraiment ému aux larmes, qui m'ont vraiment fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Et bon, je vais vous faire le top 3 une fois de plus. Ah oui, il y en a avoir des top 3, j'oublie. Hein. En numéro 3, l'intro de Lao autour de Carl et Ellie. Basique. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. En fait, honnêtement, je pense que je vais vite survoler ça parce que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire là-dessus, quoi. Très bon moment de couple et cette espèce de tragédie du temps qui passe et le fait de rester là alors que l'autre part, c'est toujours très fort et c'est super bien amené. On nous a bien fait ressentir ces liens, ce couple qui s'est mis en place. Numéro 2, vice versa avec la mort de Ping Bong. Ah là J'ai fait tout un laïus là-dessus dans mon top 10 des plus grandes scènes Disney, donc je vais pas aller plus loin. Et pareil pour mon numéro 1, le final de Toy Story 3, où Andy passe ses jouets à Bonnie. Voilà, là aussi j'ai bien détaillé pourquoi je trouvais cette scène super émotionnelle dans mon top 10. En tous les cas, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que quand on regarde bien, c'est des moments émotions très différents. Hein, dans Vice Versa, c'est un sacrifice. Dans là-haut, c'est le temps qui passe, une mort naturelle due au temps qui passe. La tragédie de la vie, entre guillemets. Et dans Toy Story 3, c'est laisser son enfance derrière. Donc il n'y a rien qui meurt là, techniquement, il n'y a personne qui meurt techniquement, donc il n'y a pas de sacrifice, mais il y a quelque chose qui se perd pour passer à autre chose, et il y a une grande signification d'au revoir là-dedans. C'est des moments d'émotion assez différents. Pixar est fort pour alterner à faire des choses qui nous touchent. Et c'est quelque chose que je loupe beaucoup chez eux. Numéro 8, Final Fantasy. Oui, j'en ai déjà parlé de ça aussi, que j'adorais les jeux Final Fantasy. Enfin, quelques-uns en particulier. Mais il faut savoir que j'ai suivi tous les jeux à part le 12. En dehors de ça, j'ai fait tous les jeux, sauf certaines suites peut-être que je n'ai pas suivi exactement, mais en règle générale, du 1 au 11 et du 13
et le 13-15, parce que c'est vrai que le 14 aussi est un MMO. Voilà, j'ai fait tous sauf le 12 et le 14, voilà. Et ils ont tous su me toucher un petit peu par certains moments, émotions fortes. Même le 13, je dirais pas dire que c'est un grand jeu ou quoi que ce soit, mais il y avait quand même des moments assez efficaces. C'est pas un jeu de merde. Je pense que le problème que les gens ont avec le 13, c'est que il est un peu décevant par rapport à la liberté et à l'écriture que proposaient les autres FF. Mais sérieusement, si on le compare à la qualité globale de ce qu'on fait dans le genre, c'est pas un jeu affreux. Il est correct. Ah, voilà, c'est histoire de dire, une histoire de défendre un petit peu, c'est pas un jeu atroce FF13. Voilà, c'est pas un grand jeu, clairement pas, mais c'est pas un jeu atroce pour moi. Quoi qu'il en soit, il y a des moments, émotions qui m'ont grandement touché dans ces jeux-là, et je vais revenir sur mon top 3 des plus grands moments émotions pour moi aussi. Pour changer. En numéro 3, le classique, la mort de Aerys. Voilà, je pense que c'est assez prévisible. Mais bon, il faut en parler, hein, parce que moi ça m'a touché. Hein. J'ai découvert ça l'année de la sortie, j'y ai joué, je savais pas comment ça allait se passer. Et puis bah, j'ai découvert ça, ça m'a pris super par surprise. Et j'ai été grandement ému par ça. Comment ça, un personnage que j'ai suivi, que j'ai contrôlé, auquel j'ai appris à m'attacher, meurt dans un jeu vidéo de façon aussi crue, aussi waouh. Première fois que je voyais ça, hein, première fois que ça faisait le coup, et putain, c'était efficace. Y a pas à dire, c'était vachement efficace, ça m'a vraiment touché. J'ai éteint ma console après ça, et j'ai dû attendre 2-3 jours avant de me relancer dans le jeu, hein, tellement ça m'avait fou. Après, j'étais jeune à l'époque, hein, faut le savoir. Mais même maintenant, il y a un côté très fort dans ce moment-là, dans sa signification. Dans le fait que Cloud a du mal à se contrôler et que l'une des personnes qui arrive à le calmer, quelqu'un qui est super proche pour lui, se finit par se faire transpercer comme ça de façon brutale. Il y a quelque chose de très fort là-dedans. Et le fait que tout le monde pleure sa perte, etc., c'est très bien foutu. Après, je me rends compte que maintenant, après avoir vu pas mal de moments de ce type-là dans d'autres médias, c'est pas forcément le moment le plus fort en termes de mise en scène, surtout quand ça a pris un petit coup de vieux, une fois de plus, au niveau du visuel. Mais ça reste un moment pivot dramatique de ma jeunesse, donc oui, je peux pas le compter. En numéro 2, quelque chose qui m'a d'autant plus touché que j'ai découvert ça un peu plus tardivement dans FF6. Oui, FF6, j'ai découvert ça un peu tardivement, c'est un très bon jeu, pas aussi bon que FF7 selon moi, mais je comprends très bien les gens qui considèrent que c'est un jeu meilleur que FF7, parce que oui, c'est un jeu très réussi sur pas mal de points. Et un moment qui m'a fait vraiment chialer sur le coup, et qui m'a vraiment déprimé même, c'est le passage où le monde change. Bon, il se passe quelque chose de très similaire à FF7, faut dire, où le méchant gagne et où le monde est complètement en plein chaos. Et on se retrouve avec une de nos personnages principaux. Il y a un peu trop de persos principaux, je trouve, hein, un peu trop de persos à gérer. C'est un peu le truc qui fait que j'accroche à chouïa moi à FF6. Bref, mais quand même, Céleste, c'est un de mes personnages préférés du jeu, si ce n'est mon personnage préféré. Elle se retrouve seule sur une île, coincée avec son mentor, son oncle, je sais plus exactement, enfin quelqu'un d'assez cher pour elle, dans une situation où elle est seule, quoi, le monde est dans le chaos, c'est super déprimant. Et au bout d'un moment, alors je savais même pas que c'était une scène facultative, parce que on peut faire en sorte que ça ne se passe pas, il meurt de maladie parce qu'il s'est occupé de nous et il a attrapé un truc, et si on n'arrive pas à bien s'occuper de lui, ce qui est très difficile parce qu'on n'a pas des règles précises pour ça, si on n'arrive pas à bien s'occuper de lui, il meurt. Et Céleste est tellement foutue en l'air par ça qu'elle se dit qu'il n'y a plus d'intérêt à vivre et elle essaye de se suicider. On a une héroïne dans un jeu vidéo qui essaye de se suicider. Et waouh! Sur le coup, ça vous fout en l'air, hein, je vous jure. Hein. Bon, après, on rebondit là-dessus, elle survit, mais waouh, rien que le fait de la voir penser à l'acte, avancer petit à petit vers le rebord de cette falaise, se dire, putain, il n'y a plus rien pour moi, je veux dire, waouh, c'est ultra fort, ultra fort. Et dans l'inverse le plus total, mon numéro 1, c'est dans FF9, le final. Le final de FF9, qui est pour moi le plus beau final de jeu Final Fantasy, voire de jeu vidéo tout court que j'ai pu voir.
Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Mais ouais, c'est un excellent final par rapport au fait que notre héros a disparu. Il est parti sauver son Némésis et il a disparu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On se pose bien la question. Et on se retrouve un peu plus tard dans un épilogue où on découvre tous nos personnages. Et ouais, dans la mise en scène, je trouve ça tellement fort. La façon qu'il essaye de se remettre en avant théâtral et où Daga se rend compte qu'il est vivant et ne veut qu'une chose, se barrer, se jeter dans ses bras. Punaise! Punaise! C'est tellement réconfortant de voir ça, de voir cette espèce d'happy ending qui se déploie, tandis qu'on voit tous nos personnages qui y assistent, tous ceux qu'on a contrôlés, qu'on a suivis, qui assistent à ça, où on voit ce grand moment de dénouement où elle est toute émue de retrouver son Jidan adoré. Et c'était super beau. Mais ce qui a mis le coup là-dessus qui m'a fait vraiment tomber en larmes, c'est la narration par rapport à ça. Parce que on découvre donc le futur de nos personnages. Et l'un de ces personnages en question, c'est Bibi. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, c'est un de mes personnages fictifs préférés qui raconte tout ça. Il raconte tout ça en étant mort. C'est quelqu'un qui a fini par tomber dans ce qu'il a craint durant toute cette histoire. Il avait peur pour sa vie parce qu'elle était trop courte, c'était quelqu'un créé par magie, et on le voit raconter ça à la fin avec ce ton très optimiste. En même temps qu'on voit ses enfants, on voit qu'il a continué, qu'il a laissé sa marque quelque part, et qu'il raconte tout ça avec les termes qu'il faut, et la musique qui va avec, et je vous jure, à la fin, quand il dit on chantait ensemble, et après il y a la belle musique et la belle chanson qui vient avec, Fontaine. C'était, ce moment, c'est une des conclusions les plus touchantes que j'ai jamais vues dans une histoire, et main de maître pour moi, fait une main de maître. Alors bon, il y a quelques questions qui subsistent parce qu'on m'a pas expliqué comment Jidan s'est tiré de là où il était et pourquoi il a attendu aussi longtemps pour revenir. Ça c'est un petit problème, mais c'est pas grave, sur le coup on n'y réfléchit pas trop, on est pris dans l'émotion super forte que ça instaure et honnêtement c'est pas grave si on répond pas à ça. Et punaise, c'est... On en est qu'à la moitié là, hein, on en est qu'à la moitié. Numéro 7, Buffy contre les vampires. J'ai déjà parlé de cette série, c'est une de mes séries préférées. Bon, attendez-vous à ce que je cite des trucs qui viennent de mes œuvres préférées, c'est un petit peu évident. Hein. Et donc, Buffy contre les vampires, c'est une série que j'ai trouvée géniale. Et qui a énormément de moments fun, d'action forts et de moments drôles. Ça s'est créé quelque chose de très fort entre les moments d'action, les moments drôles et les moments un peu drame. Parce que voilà, on suit des personnages auxquels on s'attache. Et je trouve qu'ils ont su créer énormément de moments forts en émotion autour du personnage de Buffy, notre héroïne centrale, qui passe par énormément d'affres de la vie. Par rapport à ses obligations en tant que tueuse et aussi par rapport à ses obligations en tant que femme et qui doit grandir, qui doit avoir un boulot, qui doit s'occuper de sa petite sœur, etc. Et il y a pas mal de moments comme ça qui sont assez fortiches, pas mal de moments drame autour des personnages, pas seulement autour de Buffy, qui sont assez poignants, mais il y en a 3 en particulier autour de Buffy elle-même qui m'ont sincèrement fait fondre en larmes. Et une fois de plus, top 3. Dans la saison 2, où elle doit se confronter à son amoureux Angel qui est repassé du côté du mal via des sales manipulations, et c'est déjà assez dramatique pour elle comme ça, mais un truc très intéressant par rapport à ça, c'est que il y a tout un sort qu'on peut lancer pouvant faire en sorte qu'il redevienne le Angel bon qu'il était, qu'il récupère son âme. Et elle n'est pas au courant de ça. Elle doit se frotter à lui en sachant que pour défaire le sale sort qui promet de vouer le monde à la destruction, à l'infamie qu'il a mis en place, la seule solution c'est de le tuer, lui qui a lancé cette malédiction. Et elle est en plein dans son combat, elle s'apprête à le battre, et tout d'un coup, son âme revient, le sort a marché, et c'est trop tard. Parce que le sort est lancé, et qu'il n'y a plus rien à faire d'autre que de le tuer. Elle ne peut rien faire d'autre. Et donc, elle se retrouve dans une situation horrible, où elle retrouve l'homme qu'elle aime, mais elle est obligée de le tuer juste après, sans qu'il comprenne pourquoi.
Waouh! Si ça vous déglingue pas un petit peu? Et ouais, elle le fait super bien passer, on sent l'amertume et la super tristesse qu'elle a de faire son devoir en devant tuer l'homme qu'elle aime. Puis, c'est une conclusion de saison 2, mais super déprimante une fois de plus, où elle perd le goût de vivre juste après. D'ailleurs, ce sera poursuivi, hein. Mais il y a deux moments qui m'ont encore plus ému, qui sont plus liés à la vie réelle, ce coup-ci, un petit peu. En numéro 2, on a le classique La mort de sa mère, où, ouais, tout l'épisode est déprimant. Parce que, ouais, sa mère meurt et on va traiter ça de la façon la plus réaliste possible. Il n'y a pas de musique. Et on a la réaction en temps réel de Buffy, qui découvre le cadavre de sa mère, qui essaye de faire ce qu'elle peut pour la sauver alors que c'est déjà foutu, et qui s'imagine tout ce qu'elle aurait pu faire. Et... Ah punaise, c'est super glauque. Et oui, il y a un côté très, très réel qui s'affiche là-dedans. C'est un épisode qui se démarque vraiment fortement autour du deuil. Et j'ai pas souvenir avoir vu une seule autre série fantastique d'action de ce genre-là avoir traité ce genre de problème de façon aussi cash et en direct que ça. Et je trouve que c'est vachement efficace et ça vous arrache le cœur un petit peu. Mais ce qui m'a le plus ému, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seront d'accord avec moi là-dessus, parmi ceux qui ont suivi cette série, c'est dans la saison 6, un épisode où elle est affectée par un monstre et où elle croit qu'elle se trouve dans un asile. C'est très intéressant parce que au début, elle est plus prise dans le côté réel de sa vie de tueuse, de chasseuse de vampires, mais plus ça va, plus elle perd pied, plus elle se rend compte que sa vie c'est devenu morne, ça ne l'intéresse plus du tout, elle fait des choses horribles et elle a plus goût à rien dans sa vraie vie. Et tout s'est effondré. Dans l'épisode précédent, il y a quasiment son dernier noyau d'espoir, d'optimisme qui s'est effondré dans l'épisode précédent. Et je trouve que ça tombe déjà à point nommé. Et il y a ce côté, ouais, où elle tombe de plus en plus dans cette espèce de dépression qui était déjà présente au tout début, dès cette saison 6, où c'est montré à son pic, où elle finit par se dire « mais pourquoi est-ce que je m'imagine être une tueuse? Pourquoi j'aurais envie encore de cette vie pleine de fantaisie, etc. Ou cette vie pleine de fantaisie m'attire rien ?» Et donc, au bout d'un moment, elle a envie de partir vers la vraie réalité pour elle, qui serait la plus acceptable, celle où elle a été folle durant tout le début de cette série, même avant, et où en fin de compte, toutes ces fantaisies qu'elle a vécues en tant que tueuse de vampires, et ben c'était du pipeau. Et ça l'amène à faire des choix super graves, où elle laisse ses amis se faire tuer, comme étant son dernier rempart à cette fausse réalité qu'elle croit être fausse. Et ça amène le moment le plus fort de toute la série pour moi, honnêtement, où elle est complètement prise dans un dilemme, où elle voit ses amis sur le point de se faire tuer, et où elle doute une dernière fois de la véracité de cet asile dans lequel elle se trouve, où elle hésite. Et là, il y a ce discours de sa mère qu'elle fait, qui lui dit « Je sais que tu es forte, que tu peux affronter les soucis par toi-même. » Et la façon dont elle le prend, j'ai trouvé ça mais magnifique, dans le sens où elle interprète ça comme « Oui, il faut que j'affronte la réalité, la dure réalité de ma vraie vie de tueuse. » Et elle utilise les mots de sa fausse mère qui est morte pour accepter un petit peu toutes les tragédies qui lui tombent dessus, mais pas celle de la fausse réalité, mais de la vraie. Où elle se dit, elle est en plein doute, et grâce aux mots de sa mère, elle a dissipé ce doute en disant au revoir à cette réalité qui lui promet plus, montrant sa tristesse, les larmes qu'elle a sur les joues, et en se disant ok, au revoir maman, je quitte le monde que tu me proposes pour affronter la réalité que j'ai. Cette réalité dure dans laquelle il n'y a que la dépression, etc. Ça me... Ah. C'est le moment le plus émotionnel de la série pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui préféreront d'autres moments.
Il y a énormément de moments émotionnels forts là-dedans, hein. Vous pouvez les citer, il y en a des tas et des tas. Mais c'est celui qui a le plus frappé, le plus marqué, le plus pris au cœur. Et ouais, c'est une série tellement réussie sur pas mal de points. Ces moments émotion en font partie. Numéro 6, No Dame Cantabile. Alors, un cas un peu particulier. Parce que c'est à la fois quelque chose de super triste et de super frustrant. Frustrant dans le sens où c'est défait. Mais je peux pas m'empêcher d'être ému aux larmes quand même quand je revois cette scène parce que je la trouve tellement bien foutue, tellement forte dans sa signification une fois de plus. Parce que, à nouveau, ce qui rend une scène forte, c'est sa signification, c'est comment ça a été amené par rapport à avant. Et c'est pour ça que dans Buffy, les moments forts sont ceux qui prennent vraiment le temps d'être mis en place, les plus forts, les plus émotionnels. Et là, c'est pareil dans No Dame Cantabile, où on suit Shinichi qui veut devenir chef d'orchestre et Megumi qui veut devenir pianiste. Seulement, Megumi, au départ, veut surtout pouvoir s'occuper d'enfants. Si elle apprend le piano, c'est pour composer des chansons envers les enfants, faire des petites chansons rigolotes, un petit peu faciles, qui attirent les jeunes parce qu'elle aime les enfants. Et un truc très intéressant par rapport à ça, c'est que la première chose qu'elle se dit, c'est qu'elle veut devenir professeure des écoles. Et la première saison mettra en place le fait qu'elle ne peut pas. Parce qu'elle manque de maturité, elle n'a pas vraiment les talents qu'il faut pour pouvoir s'occuper d'enfants comme elle le souhaite, comme ça. Et ça se termine un petit peu là-dessus, où Megumi se dit « Ok, j'ai un super talent grâce à Shinichi qui me le montrait. Hein. » Elle me dit « Ouais, il faut que tu cultives ton talent de pianiste pour pouvoir aller loin et faire profiter de ta musique au plus grand. » Et elle le suit un petit peu. Ils partent à Paris et ça va être le cadre des saisons suivantes. Il y a pas mal de moments très, très forts, très drôles entre ces deux. Megumi est quelqu'un d'assez particulier et j'adore leur dynamique de couple. Ils sont très mignons et assez marrants, ces deux-là. Et il y avait, pour ma part, un peu deux voies que ça pouvait prendre. Soit ça se terminait sur nos deux tourtereaux qui finissaient ensemble en train de faire un concert, c'est-à-dire quoi, ils ont l'espèce de musique, la musique qui leur correspond bien, et punaise, c'est des moments d'apothéose pour ces deux-là, soit ça se terminait, je sais pas trop, moi, par eux qui continuent leur vie, et au bout d'un moment, leur temps viendra, la vie se poursuit, etc., ce genre de fin un petit peu ouverte, on a pas vraiment de grandes conclusions, de moments forts, comme on voit souvent. Et ouais, je pensais vraiment que ce serait une de ces deux fins-là. Mais ça m'a pris un petit peu par surprise à un moment donné, quand on a montré que leur morceau, le morceau qu'elle s'imaginait vraiment faire avec Shinichi publiquement pour la première fois lors de leur concert ensemble, est pris par Shinichi et une autre qui décide de faire le même comme par hasard. On fait une espèce de tension un peu de jalousie par rapport à ça. Enfin bon, c'est un petit détail ça. Et il vient des circonstances où elle se retrouve dans une situation, dans une position où elle se rend compte qu'elle peut pas avoir ce qu'elle veut avec Shinichi. Hein, alors parce que quand même, si elle part à Paris, c'est en grande partie parce qu'elle aime Shinichi. Hein. Il y a quand même ça qui joue. Et elle se retrouve dans une situation où elle est un peu dépitée par ça, et où elle se dit, ok, je fais mes débuts en tant que pianiste sans lui, et il y a quelque chose qui se perd, cette espèce de désir d'accomplir quelque chose ensemble qui se perd pour eux. Et on sent que Megumi, après ça, n'a plus la même joie de jouer qu'elle avait durant toute cette deuxième saison, enfin toute cette partie où elle se retrouve à Paris. Et c'est là qu'à un moment donné, elle se met devant son piano et elle joue un petit morceau. Et il y a des enfants juste à côté qui la regardent, qui se disent « Ah, c'est trop mignon !» Et elle commence à jouer devant eux. Et je l'ai jamais vue aussi heureuse qu'à ce moment-là, lorsqu'elle tombe bas et qu'elle ne peut pas avoir ce qu'elle veut avec Shinichi, elle finit par avoir ce qu'elle voulait au départ, pouvoir être proche des enfants, s'occuper d'eux, en leur enseignant de la musique, en faisant quelque chose, et elle se rend compte que si elle ne peut pas être professeure des écoles, elle peut être tutrice de piano, elle peut s'occuper d'eux d'une façon différente. Et il y avait quelque chose de très bon là-dedans, de super joli, dans le fait que durant toute la série, tout le monde voulait la mettre sur une voie.
t'as un super talent, faut pas le gâcher, faut que tu partes sur la voie, faut que tu te fasses connaître, faut que tu joues les plus grands airs devant des grands gens. Et elle envoie un peu tout balader avec ça en disant, sur le coup, je veux jouer pour des enfants. Et punaise, elle est heureuse en faisant ça. Il y a même Shinichi qui se dit, ok, elle pourra plus jouer comme je le souhaitais, comme je l'entendais, mais elle pourra toujours jouer pour moi, je pourrai toujours profiter de sa musique. Et c'est ce qui compte. Ça fait un parallèle par rapport à ce qu'elle voulait au début. J'ai trouvé ça tellement fort, tellement joli. Ça m'a fait chialer, vous n'imaginez pas à quel point. Et c'est ultra frustrant, parce que c'est pas là que ça se termine. Ça aurait été une fin parfaite si ça se terminait là, où ils finissaient ensemble, mais où elle agirait plus selon ses termes à lui, quoi. Et tu dois te produire devant tout le monde, tu dois faire des grandes œuvres, etc. Non, il reste une dernière partie, un demi-épisode, tout se fait en un demi-épisode, où il la convainc ultra rapidement que elle doit reprendre les planches et devenir une grande joueuse. Et puis bon, maintenant on part sur la fin bateau typique où chacun va dans son coin et peut-être qu'on se croisera à un moment donné et puis merde, voilà. C'est la fin bateau un petit peu décevante, quoi. Et ouais, c'est quelque chose qui me fait super mal au cœur parce que pendant une dizaine de minutes, j'ai entreaperçu une fin vraiment majestueuse par rapport au personnage. Cette conclusion m'a vraiment tiré les larmes. Et honnêtement, ce serait encore mieux placé que ça s'il n'y avait pas cette poursuite à la fin de l'histoire où il faut qu'elle revienne sur la bonne voie de la musique plus haut de gamme. Parce que la musique, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est un peu le truc de cette série, quand on veut vraiment mettre en avant la musique, la grandeur de la musique, surtout classique. Très majoritairement classique. Et ouais, c'est frustrant, c'est ultra frustrant. Mais je vais pas nier les 10 minutes d'émotion forte que j'ai ressenti en voyant cette espèce de début de conclusion vers laquelle vous partiez. Et j'aurais adoré que ça se termine là. Limite, je peux m'imaginer que ça se termine là. Limite, j'oublie le dernier demi-épisode et ça s'arrête là. Et ouais, à ce moment-là, ça fait quelque chose de très fort en signification et qui m'a profondément ému. Malheureusement, ça s'arrête pas là, mais je garde quand même le souvenir de ce fort moment. Et ça m'émeut encore beaucoup, même en sachant ce qui se passe après. Numéro 5, Danganronpa. Et une fois de plus, je le mets au-dessus de Phoenix Wright. Ouais, je trouve que cette franchise a su rebondir sur le principe de Phoenix Wright et en faire quelque chose d'encore plus prudent. Et un des trucs qu'il arrive à rendre un petit peu plus poignant pour moi, c'est le drame autour des meurtres qui ont lieu. Parce que voilà, on se met dans une situation où tuer quelqu'un, c'est clairement pas quelque chose que nos personnages feraient en temps normal. Mais on les force dans une situation où ils se doivent un petit peu, où ils sont portés, tirés vers le meurtre. Et ça amène des motivations, des moments de révélation sur pourquoi, comment retomber de la chose qui, pour moi, sont très fortes à voir et des fois sont très émotionnelles. À l'exception des affaires numéro 3 de chaque jeu qui sont des cas assez à part pour ceux qui connaissent, en règle générale, ouais, c'est quand même assez fort et assez dramatique la révélation parce que en règle générale, la personne qui a fait ce qu'elle a fait et n'avait vraiment pas l'intention de le faire, c'est juste qu'elle a été poussé à le faire à cause du sadisme de la mise en place. Et ça admet des moments qui sont, je trouve, par moments super touchants. Il y en a 3 qui m'ont davantage marqué. Oh, c'est une surprise! Le numéro 3 étant la résolution du chapitre 4 du premier jeu Danganronpa 1. Je vais essayer d'être un peu cryptique par rapport à ça aussi, pour les quelques personnes qui pourraient être intéressées, même si honnêtement ça va être un petit peu difficile, mais on va essayer quand même. Où on finit par savoir qu'est-ce qui est arrivé à la victime, pourquoi elle est morte, et le drame, la manipulation par rapport à ça. Et on sent vraiment le côté sacrifice
à un certain point. Le côté désespoir et ressentiment qui est mis en place par rapport aux actions d'une certaine personne. La signification forte de cet instant-là, parce qu'on est à un stade où il y a eu beaucoup de choses qui sont passées et pas mal de gens ont déjà passé l'arme à gauche. Donc à ce stade-là, la signification de cette mort et comment certaines choses ont été mises en place pour créer ce drame, c'était assez fort et ça amène des moments vraiment touchants autour de nos personnages. En numéro 2, je mettrai la mort de la première affaire du deuxième jeu qui m'a vraiment pris par surprise parce que le coupable est pas une personne qui dégage quelque chose de très fort en termes d'émotions sérieuses, dirait-on. Quand on arrive à la fin sur la raison profonde de ce que le coupable a fait, il y a quelque chose de sincèrement surprenant qui vient et vraiment agrippant et qui fait que oui, on sent une peine énorme pour ce personnage en dépit de tout ce qu'il était avant. Donc déjà c'est quelque chose qui est vraiment fort parce que de faire passer ce personnage qui jusqu'à présent n'était pas quelqu'un d'ultra sérieux, d'ultra mémorable, à ce stade-là c'est très fort et la cruauté aussi par rapport à ses désirs et son exécution, il y a quelque chose de vraiment d'assez odieux et on a énormément de peine pour ce personnage et c'est le côté surprise du moment, côté changement de ton autour de ce personnage qui m'a énormément touché, énormément pris par surprise et qui fait que ça m'a grandement marqué. Et en numéro 1, mon préféré c'est la deuxième affaire du premier jeu. Là aussi que je vais essayer d'éviter de trop dévoiler, mais il y a quelque chose de très fortiche là-dedans, dans donc les motivations qui sont données pour amener à ce que ce meurtre ait lieu, et la notion de force qui est affichée, interprétée, et le moment où on finit par comprendre qui a fait le coup, pourquoi, dans quelles circonstances, ce que ça représente d'une part pour lui, ce moment précis, et d'autre part pour une autre personne qui est attachée à ce personnage, il y a énormément d'émotions qui entrent en jeu, qui se mettent en place de par déjà ce qui a poussé le coupable à faire ça, mais aussi de par ce que ça va amener, la perte que ça amène, et le fait que ça commence à devenir encore plus sérieux. Parce que ça devenait déjà un peu sérieux après la première affaire. Il faut savoir que je dis bien tous les coupables révélés, il y a quelque chose d'assez tragique là-dedans. À part une fois de plus, pour deux affaires en particulier qui sont des numéros 3 de jeu. Je ne vais pas aller plus en détail là-dessus parce que c'est un peu particulier, mais ça, mis à part, il y a toujours quelque chose de fort dans les révélations et je trouve que pour une affaire qui arrive très tôt dans un jeu que beaucoup de gens qualifient d'un peu en deçà des deux suivants, je trouve que ça a su parfaitement, mais parfaitement mettre le ton sur la tragédie de cette situation, de la mise en place là-dedans, de ces élèves qui sont forcés de s'entretuer via diverses raisons, et le côté gâchis de la chose, et la tragédie tout simplement. Et c'est là que je l'ai le plus ressenti. Par rapport à cette définition de force au moment de l'acte, que j'ai trouvé très bien amenée, très prenante, très agrippante. Ça, c'est ce qui m'a le plus ému dans ce jeu. Et c'est ce qui en fait en partie une saga mémorable, comme pour Phoenix Wright, c'est-à-dire qu'on sait mélanger des personnages vraiment haut en couleur, des situations qui peuvent être un peu drôles, mais en sachant remettre un petit peu les pieds sur terre par rapport au sérieux des situations graves qu'on met en place. Et je trouve que c'est vraiment encore plus affiné dans Danganronpa et ça apporte des moments vraiment touchants. Numéro 4, la petite fille aux allumettes, tout le court-métrage. Ça c'est un truc, il y a toujours l'aspect découverte
Quand on voit quelque chose pour la première fois, une œuvre pour la première fois, ce sera toujours une expérience à part. C'est pour ça que pour moi, le principe du spoiler, c'est important. Après, ça dépendra. Il y a certaines œuvres qui n'auront pas le même ressenti si on les découvre complètement ou pas, hein, ça dépendra un petit peu de ce que ça raconte. Mais il y a certains points où découvrir quelque chose pour la première fois, ça vous marque beaucoup. Et ça m'a grandement marqué. Bon, après, j'ai déjà fait un petit laïus sur ce court-métrage dans mon top 10 des meilleurs courts-métrages Disney, si vous n'avez pas suivi. Et ouais, c'est quelque chose de très fort dans la progression, surtout. Quand on voit cette fille galérer de plus en plus, céder de plus en plus à ce qu'on lui donne pour que finalement ça se termine comme ça se termine, dans une mise en scène frappante et arrache-cœur, comme je l'avais dit. Et punaise, je chiale. Hein, ça, la première fois que j'ai vu ça, au début je savais pas où ça allait, donc c'est vraiment à la toute fin que ça m'a fait chialer, mais maintenant tout le court-métrage me fait chialer, parce que je sais où ça va. En sachant où ça va et voir ça progresser, je vous jure, je peux pas tenir 10 secondes en regardant ce court-métrage sans me mettre à chialer. Donc... c'est court, mais punaise, ça, c'est efficace. Numéro 3, Angel Beats. Alors, c'est un animé assez court de 13 épisodes, si je ne m'abuse, et qui a un léger problème pour moi. C'est-à-dire qu'on a un passage un peu rapide, où on sent qu'on voulait centrer en détail sur personnage après personnage, mais ils n'avaient pas assez d'épisodes, et donc... Et il faut progresser ça super vite, de façon à ce que ce soit un peu frustrant de voir une conclusion pour énormément de personnages hors champ, sans dévoiler trop, et c'est un petit peu le souci. Mais pour résumer rapidement, on a tout un groupe de gens qui se retrouvent dans une espèce de purgatoire après leur mort, une sorte d'au-delà, où ils sont dans un faux lycée, mais où ils essayent un petit peu de lutter pour éviter de renaître. Oui, parce qu'en gros, ça marche à la réincarnation à peu près. Et ouais, il y a toute une intro où on essaye de lutter contre ça, mais où en fin de compte, on finit par se rendre compte qu'il faut aller de l'avant, accepter de renaître, de laisser derrière sa vie précédente et repartir vers une nouvelle vie en acceptant sa mort en fait. Et ouais, c'est super bien amené, il y a des moments très forts autour de deux personnages en particulier qui acceptent un petit peu leur mort en se sentant un peu accomplis. Et c'est ça le truc, il faut se sentir un peu accompli. Et le pic là-dedans, c'est l'épisode final où ben, c'est la fin, quoi, où nos personnages doivent accepter leur mort et partir. Et ouais, il y a une bonne grosse douzaine de minutes à peu près où nos 4 personnages centraux qu'on a le plus suivis durant cet animé se retrouvent seuls avant de partir pour de bon. Et c'est tout simplement nos personnages qui se parlent, qui se disent à bientôt, on se reverra peut-être ou peut-être pas dans notre vie avant de passer à autre chose, l'un après l'autre. Et j'ai tellement chialé au fur et à mesure que ça progressait que j'arrivais presque plus à lire les sous-titres. c'est vous dire. Parce que oui, on voit ces personnages qu'on a suivis, qu'on a vraiment appréciés, vous avez su créer des personnages tellement forts, finir par accepter leur destin après ce qu'ils ont vécu et se dire au revoir les uns après les autres. Et à la toute fin, quand on n'en a plus que 2, hein, les 2 personnages les plus importants sur le coup, où l'un doit partir et l'autre n'est pas prêt à lui dire au revoir. Ça fait mal au cœur, ça fait vraiment mal au cœur et je peux pas m'arrêter de chialer pendant 12 minutes. Quoi. 12 minutes où j'ai eu les larmes aux yeux et où j'avais de plus en plus de mal à lire. C'est un final de série très fort. Et c'est une autre série japonaise qui réussit très bien le défi, comme beaucoup, de mêler moments comiques un peu exagérés avec moments dramatiques forts, intenses. C'est quelque chose que je retrouve pas souvent dans d'autres séries.
hein, ce côté mélange fort entre comédie un peu déjantée, action et drame intense. Prenant, je retrouve moyennement ça, quoi. Souvent, ça se mélange pas aussi bien que ça. Je sais pas quelle formule ils ont, mais la Japanimation a ce don pour réussir souvent ce coup-là, ce mélange-là. Et pour moi, c'est mieux réussi. Parce que des fois, c'est vraiment, vraiment hilarant, je trouve. Et des fois, c'est super triste. mais vraiment, je parle de la fin parce que c'est le truc qui m'a fait le plus chialer. Mais il y a d'autres épisodes où j'ai chialé. Hein. Quand on découvre le passé d'un de nos personnages dans l'épisode 2, par exemple. Ah, c'est de la peine pour elle. C'est un peu excessif, mais quand même énormément de peine. Il y a énormément de moments comme ça. Ils sont très forts et très bons. Et cet animé sait très bien faire la part des choses avec ses moments drôles et ses moments drame, qui fait que c'est un animé qui se retient vraiment. Il y a eu beaucoup d'animés comme ça, je peux pas tous vous les citer, qui m'ont marqué à ce niveau-là, mais c'est celui qui est plus réussi en termes de moments dramatiques forts et qui m'a vraiment, vraiment fait chialer à la fin. Numéro 2, Fly, tome 36. Ce cas particulier, ça, je vais être un petit peu obligé de vous le montrer, et malheureusement c'est au bout, évidemment, donc c'est pas une pratique, une seconde. Alors, évidemment. Ah, c'est pas grave, on corrigera ça après. Ok. Fly est mon manga préféré, si vous avez suivi un petit peu ce que j'avais dit sur les mangas il y a quelques temps de ça, pour plusieurs raisons, parce que j'adore les personnages, parce que je trouve que c'est l'aventure héroïque fantasy la plus prenante, où on a su mettre en place énormément de choses, je pourrais vous faire la liste, mais ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est qu'on a su aller vraiment crescendo dans l'action, etc., et qu'on a su vraiment mettre en place le combat final, quoi. La grande confrontation finale se met en place sur une douzaine de tomes. Il y a 37 tomes en tout, et sur les 12 tomes restants, on a la confrontation finale qui se met en place, où tous les éléments s'enchaînent, jusqu'au combien de fois, jusqu'à la grande conclusion. Et ouais, c'est pas souvent qu'on voit ça, hein. J'ai pas vu beaucoup de mangas où les 12 derniers tomes, qui représentent presque le tiers du manga, se centrent sur la confrontation finale qui se met en place, quoi. En tous les cas, le pic de l'émotion forte est atteint dans l'avant-dernier tome, le tome 36, qui a réussi à me faire chialer par 3 fois. Et ouais, c'est très difficile à décrire si vous connaissez pas. Et si vous connaissez... je vais être un petit peu obligé de spoiler ce qui se passe, donc je vous conseille vivement de découvrir ça par vous-même dans la nouvelle édition si vous le souhaitez, parce que je suis sûr que ça doit être plus fidèle au texte, mais voilà. Dans le tome 36, on met en place quelque chose de très fort où notre grand méchant, montre que c'est quelqu'un de très réfléchi, qui réfléchit à l'avance à tous ses coups, et il a mis en place une situation où le monde est sur le point de crever au bout de 5 minutes. Dans 5 minutes, il a mis en place des tonnes de pillars, comme il le dit, explosifs, avec des explosifs très puissants qui sont présentés avant dans le manga. Et dans 5 minutes, tout va exploser, la Terre sera ravagée et il aura gagné, l'enfer ressurgira, comme il le dit lui-même. Donc, on est dans cette situation où Fly, après tous les efforts qu'il a fait, se dit « Merde, même si j'arrive à le battre, ça explosera quand même ». Donc c'est un petit peu foutu, et ouais, on a cette fenêtre de temps de 5 minutes, hein, un petit peu comme dans Dragon Ball avec Freezer, si vous le savez. Mais ouais, en mieux fait, je trouve, hein, en mieux fait, c'est quand même beaucoup mieux mis en scène. Et même si c'est clair et net que tout un tome qui dure 5 minutes, ça peut pas être un peu long. Moi, je trouve que chaque seconde se ressent dans chaque case. Et ça amène... les moments les plus forts du manga pour moi, 3 moments très forts en émotion qui sont tous différents les uns des autres pour moi. Alors le premier moment en question, c'est le moment où le meilleur ami de Fly, Popu, fait son grand discours d'encouragement en mettant un petit peu en avant sa place en tant que bête humain. Bien mis en avant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très commun en soi, qui vient un peu de nulle part, et en tant que personne un petit peu insignifiante en comparaison à ce qui est mis en place, les monstres, les démons, etc., il met un petit peu en avant que malgré le fait que tous les gens doivent mourir un jour, c'est une connaissance qu'on doit avoir en tête
pour vivre en faisant de son mieux, même si ça dure rien du tout, même si ça dure quelques années, même si ça dure quelques secondes. Parce que c'est ça, vivre. Et ouais, je le dis très mal, c'est 100 fois mieux amené. À nouveau, hein, tout est dans la mise en scène, la façon dont c'est mis en place. Et oui, c'est mis en place de façon très forte par rapport à Passer de Popu et ce qui est mis avant. Et ouais, c'est ça qui interpelle tous ses amis et qui fait se relever notre héros après avoir perdu pied face à ça. C'est un moment très fort et c'est que le premier moment. Le deuxième moment, c'est la révélation sur un certain personnage qui est présent depuis le début du manga, qui est un mystère depuis le tout début. Parce qu'il a des capacités un peu spéciales par rapport à sa nature. J'essaye d'être le plus vague possible au cas où il y a encore quelques personnes qui connaissent pas. Parce que vraiment, j'ai envie que vous sachiez pas, hein, au cas où. Et on finit par apprendre ses souvenirs, son lien avec notre personnage principal, et comme quoi tout ça ne signifie pas grand chose, qu'il est vraiment. Et malgré tout, c'est la fin pour lui. Parce que bon, combat contre le dieu du mal, faut s'attendre à ce qu'il y ait quand même quelque chose qui se perde. Même s'il n'y en a pas tant que ça, je sais, mais il y a des choses qui se perdent. Et voilà, c'est une scène d'au revoir entre deux amis qu'on voit depuis le début. Et oui, c'est montré de façon un peu naïve, mais très forte aussi. Ces au revoir, de façon très touchante, avec des personnages qu'on connaît depuis le début. Donc, avant-dernier tome, hein, 36 tomes, on finit par avoir une espèce de conclusion entre deux, très forte en émotion. Et voilà, c'est une perte, une vraie perte, avec un tintement d'espoir, car en partant, il a su mettre en place quelque chose. À nouveau, je vais essayer d'être le plus vague possible, c'est très difficile sans dévoiler l'histoire. C'est pour ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent se trouver chiant ce numéro 2, mais bon, il faudrait que je vous explique toute l'histoire pour que vous compreniez pourquoi ça me touche, vraiment. Et on n'a pas des heures à perdre non plus, quoi. Donc, ça amène ce sacrifice à ce que tout le monde soit uni et que tous nos personnages secondaires, tous les personnages de soutien qu'on a dans ce manga depuis le début, qui sont mis en place depuis le premier tome, il y en a certains qui sont mis en place depuis le premier tome, soient mis en avant. Et que leurs actions combinées vraiment signifient quelque chose, empêchent quelque chose. Ça montre que, en règle générale, quand on a un univers riche avec énormément de personnages derrière, très souvent, les personnages de soutien qu'on a vus au fur et à mesure, au mieux on les voit à la fin pour encourager, dire oui je suis là, ou je sais pas, dans Dragon Ball, on te donne notre énergie, un truc comme ça. C'est mignon, mais c'est pas non plus quelque chose d'ultra puissant. On a mis en place une situation où de nombreux personnages secondaires montrent de façon directe leur importance et le fait que ce monde, ces personnages qu'on a instaurés, cette diversité qu'on a créée, c'était pas pour du pipeau, c'était pas pour du décor. Il y a une vraie importance, une vraie signification. Et c'est ça qui permet de résoudre le problème. Et une fois de plus, c'est très difficile de faire ça, d'expliquer pourquoi, sans vous dévoiler ce qui se passe de façon précise. Mais cette signification et la façon dont ça découle de ce qu'on voit avant, c'est quelque chose de très fort pour moi. Et ça m'a ému sur 3 plans différents. Le premier plan étant l'encouragement, le regain de confiance en soi, amené de façon très forte par une amitié inébranlable qu'on a vue depuis le début du manga, presque, à peu de choses près. Et le second étant une perte, un sacrifice fort entre deux personnes qui se connaissent depuis le début du manga. Et le troisième étant l'espoir qui en découle et la signification forte de tous les liens qui ont été créés. Et il y a ce côté très variable des émotions qu'on veut faire ressentir au même degré d'intensité, mais dans des directions opposées. Ce qui fait que, punaise, je suis émotionnellement pris dans cet avant-dernier tome, de façon forte, parce qu'on sait me faire ressentir à 3 reprises quelque chose de différent, mais de tout autant émouvant en intensité.
Et c'est pour ça que c'est mon tome de manga préféré, limite mon œuvre écrite préférée, si je comparerais ça peut-être au Deep Teenage de Agatha Christie, mais bon, c'est vraiment un tome qui m'a grandement ému, et c'est pour ça que je tiens à en parler, que c'est mon numéro 2. Je sais que ça parlera pas à grand monde, je sais que beaucoup de gens se diront, mais de quoi il parle? Moi j'ai peut-être pas autant été pris dans l'émotion, ce manga, j'ai pas particulièrement envie de le lire. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce manga m'a vraiment agrippé et que ça a été l'apothéose émotionnelle. Et numéro 1, To the Moon. Vous y attendiez peut-être pas, celle-là. Et ouais, c'est pas un jeu dont j'ai parlé souvent, même s'il y a une ou deux reprises, on y fait mention. Parce que c'est pas un jeu vidéo que je qualifierais de grandement réussi. Dans le sens jeu vidéo. Dans le sens où, ouais, en termes de gameplay, c'est un petit peu forcé pour faire du gameplay. Et honnêtement, les mécaniques de jeu s'incrustent très mal. Mais vraiment très mal dans l'histoire pour moi. Et le souci avec ça, c'est que, en dehors de ça, l'histoire est très forte. Mais vraiment très forte. Et l'une des histoires les plus brillamment écrites que j'ai vues. Je le pense comme je le dis. Une histoire très bien faite qui tourne autour de deux scientifiques qui ont la technologie d'entrer dans les souvenirs des gens et de les altérer avant leur mort, de façon à ce que, avant de mourir, ils aient cette satisfaction d'avoir cru qu'ils ont accompli quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas accompli, mais ils ont cru qu'ils ont accompli quelque chose. C'est un système, beaucoup de gens y adhèrent, et avant de mourir, ils ont cette espèce de principe, de dire ok, j'aimerais bien imaginer avoir été, je sais pas, Miss France ou une connerie comme ça. Premier rêve qu'on a en tête. Et bien entendu, on va suivre un cas un petit peu plus particulier d'un vieil homme qui souhaiterait être allé sur la Lune. Il n'est jamais allé sur la Lune. Et le truc assez drôle par rapport à ça, c'est qu'il n'a absolument aucune idée de pourquoi. C'est son truc. Il veut aller sur la Lune, il ne sait absolument pas pourquoi. Son subconscient lui dit qu'il veut aller sur la Lune. Et au fur et à mesure qu'on entrera dans sa tête, qu'on découvrira ses souvenirs de façon chronologique dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire que ses souvenirs les plus récents jusqu'à ses souvenirs les plus vieux, avec quelques rebondissements, on découvrira sa vie au fur et à mesure, et c'est très beau, on découvre une vie très forte, que j'ai préféré à ce niveau-là à, je sais pas, la vie de Karl dans là-haut, hein. Voilà, à nouveau, hein, là-haut, Karl, quand on se penche un petit peu sur sa vie avec Ellie, c'est très beau, ben vous savez quoi, je suis encore plus pris par ça. Il me semble que c'est sorti avant en plus. Donc, c'est pour dire que c'est pas parce que là-haut l'a bien fait qu'on peut pas faire mieux que ça. C'est un petit détail rapide. Et une fois qu'on finit par tomber assez loin dans ses souvenirs, on finit par avoir la scène. La scène, le moment où tout prend sens. Où tous les éléments qu'on a mis en place dans ces souvenirs, tous ces objets qui ont une signification un petit peu bizarre, sur le coup on n'arrive pas à voir le lien, etc. Tout prend sens. Dans ce moment où notre héros est avec une certaine personne et regarde les étoiles, contemple les étoiles. Et j'ai pas les mots pour ça, c'est tellement difficile à décrire, parce que ce qui me touche vraiment beaucoup personnellement, c'est lorsque on sent que les scénaristes savent où ils vont, et lorsque ce moment où ils arrivent là où ils voulaient aller, en préparant tout ça à l'avance, se met en place et qu'on le ressent, ça peut être quelque chose de super fort. C'est ce qui me plaît le plus quand je ressens ça. Pas forcément pour pleurer dans un moment émotion, mais même dans un moment comique, quand on met en place une blague. Dans Kaamelott, par exemple, il y a une chute de gag que j'ai adoré dans la saison 5, à la toute fin de la saison 5, qui avait été instaurée durant toute la saison, qui était super marrante, hein, une fois qu'elle a été mise en place, la chute. Là, c'est très différent, puisque c'est un moment assez dramatique, plein de sens, tellement plein de sens, et fort que, finalement, j'étais happé là-dedans, et je pouvais pas m'empêcher de pleurer à chaque seconde de ce moment-là.
Et j'ai dû, une fois avoir vu ça, mettre en pause le jeu et me poser pendant une demi-heure, quasiment presque, pour me recomposer, pour me remettre, parce que, punaise, c'était tellement poignant et touchant, tellement bien amené, tellement fort en signification et en drame, parce que oui, il y a un vrai drame par rapport au fait qu'ils ne sachent pas pourquoi ils veulent aller sur la Lune, ce que ça signifie, qui est... J'ai trouvé ça magistralement amené, vraiment magistralement amené. Je sais que j'emploie parfois ce terme un peu à tort et à travers, mais là c'est magistral pour moi. Il n'y a pas d'autre mot. C'était le moment le plus touchant que j'ai jamais vu et le plus poignant. Et ouais, c'est une fois de plus quelque chose qu'il faut mettre sur le compte de la découverte un petit peu, parce que ouais, j'aurais sans doute pas eu la même expérience, peut-être même pas la même expérience après revisionnage, puisque je me suis revu un petit peu, refait ce jeu par let's play, donc j'ai vu des gens y jouer pour voir un peu leur réaction face à ça, et beaucoup étaient aussi émus que moi à peu près, hein. Peut-être un petit peu moins, mais dans les mêmes eaux quand même. Et si j'avais découvert ça, après qu'on m'ait dévoilé ce qui allait se passer, c'est-à-dire la première fois j'y joue, et tu sais qu'il va se passer ça, ce que ça signifie ci et ça, et ben je peux vous assurer que ça m'aurait totalement gâché le jeu. Parce que il n'y aurait pas eu cette sensation de découvrir au fur et à mesure la vie de cette personne, la vie de cet homme qui se défile, qui se déroule dans l'ordre inverse de celui qu'on a l'habitude de voir, pour arriver à cette conclusion. C'est ce début qui explique tout, qui est tellement fort en signification. Et ouais, même en redécouvrant et en sachant ce qui se passe, ça me rappelle, à chaque fois que je revois cette scène, et que ça me fait chialer, hein, parce que ça me fait toujours chialer quand je revois cette scène, ça me rappelle la découverte que ça a été pour moi de voir ça pour la première fois, de découvrir la signification de la chose. C'est l'exemple le plus frappant, le plus parlant pour moi, qui montre que des fois, oui, spoiler ce qui se passe peut être préjudiciable pour ce qu'on ressent, l'intérêt qu'on va porter pour l'œuvre. Parce que si on m'avait spoilé ça, je suis sûr que je n'aurais pas apprécié autant. Mais on ne me l'a pas spoilé, j'ai découvert comme ça, et c'était le moment qui m'a le plus touché dans une œuvre fictive. Vraiment. Après, il y a aussi eu la fin, qui était super touchante, hein. On part sur une conclusion après ça, mais c'est ce moment précis, ce moment-là, qui m'a vraiment mis le cœur à l'envers presque, et qui m'a fait pleurer pour tout un tas de raisons. Pour la tragédie de la chose, pour la force de la signification aussi, et c'est quelque chose que je m'attends pas à revoir de sitôt dans une œuvre. Il y a eu une suite qui était très cool, hein, très sympathique, Finding Paradise, que j'ai apprécié, mais c'était pas aussi émotionnel que ça, pas aussi fort que ça. C'était de très bonnes idées, hein, un jeu que je conseille en termes d'histoire aussi, pas autant que To the Moon, mais To the Moon, c'était l'extrême de l'émotion douce et frappante à la fois. Si je peux bien qualifier ça comme ça, c'est très difficile à dire, mais voilà, c'est le moment qui m'a le plus sincèrement fait pleurer, le plus touché émotionnellement à ce niveau-là. Voilà! Après cette petite liste très drôle, je suis impatient de savoir quels sont pour vous les moments qui vous ont fait le plus chialer. Je sais que j'en ai pas cité certains qui seront évidents pour vous, j'imagine. Mais bon, une fois de plus, j'ai pas seulement 15 moments qui m'ont fait chialer en tout et pour tout, j'ai suivi énormément d'œuvres narratives qui m'ont fait chialer, et je pourrais vous faire bien plus qu'un top 15 si je devais être exhaustif, ce que je n'ai pas le temps d'être. Et je suis assez curieux de savoir quels sont les moments qui vous ont fait le plus pleurer. N'hésitez pas à les faire partager en commentaire et à bien préciser les spoilers pour la découverte, au cas où certains, dont moi, seraient peut-être intéressés pour découvrir ça. En tous les cas, merci d'avoir suivi ce top 15 qui a été assez long. En tout cas, l'enregistrement a été très long. Et je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos. Bye!